Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous de la chronique du soir. Je vous l'annonçais, nous recevons notre consultant politique Agapit Napoléon Maforékan. C'est pour le décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Il est déjà à nos côtés. Bonsoir Agapit Napoléon Maforékan. Bonsoir Miad. Bonsoir aux téléspectateurs. Ah voilà. Réaction des autorités togolaises en ce qui concerne cette affaire, l'affaire Rekia Madougou. Le ministre en charge des droits de l'homme, Christian Trimois, pense que c'est une affaire qui relève de la politique intérieure du Bénin. Et donc, le Togo n'est pas à s'ingérer. Lecture globale de cette réaction du Togo. Non, rien à dire. Le Togo est dans son droit. Et je suis d'accord avec le ministre togolais des droits de l'homme. C'est une affaire du Bénin. Et Madame Madougou est béninoise. Elle a beau avoir d'autres passeports diplomatiques. Elle est béninoise. Elle peut même avoir d'autres nationalités. La nationalité béninoise n'est pas exclusive. Donc du coup, voilà. C'est une affaire qui concerne le Bénin. Jusqu'à preuve du contraire. Après, s'il y a d'autres ramifications, il appartiendra au juge, au procureur, en tout cas au juge, en tout cas à la justice, de voir clair dans ça. Mais pour le moment, je suis d'accord avec le ministre togolais. On trouve quand même que c'est une réaction diplomatique, Agapit Napoléon Maforékan. Non, pas du tout. D'abord, c'est une affaire, c'est une question diplomatique, effectivement. Déjà, concerne deux États. Mais maintenant, cela dit, Rekia Madougou, il ne faut pas oublier la raison pour laquelle elle a été interpellée. C'est par rapport à des déclarations, donc c'est par rapport à un projet présumé d'assassinat de personnalités du Bénin. Donc c'est une affaire béninoise. Là, il ne faut pas qu'on se leurre, c'est une affaire purement béninoise. Après, c'est la sortie du ministre Kérékou qui vient donner d'autres éléments, mais ce n'est pas des éléments nouveaux, c'est des éléments anciens dont notre président est à connaissance selon les dires du ministre Kérékou, et qu'il a banalisé, donc du coup, qui n'a jamais changé, qui n'a pas joué sur les relations avec le Bénin et les autres pays. Donc du coup, il n'y a aucun élément nouveau. C'est un élément versé au dossier, mais ce n'est pas un élément nouveau. Pourtant, donc, le Togo est quand même... En fait, le président togolais est cité. Non, on a parlé de FG. FG, ça comme on peut dire fleur garnie, par exemple. Pourquoi pas? Donc du coup, vous comprenez que c'est pas aussi facile dans la matière donc de faire des liens aussi rapides. Il est évident que tout le monde est intelligent et que il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a dû avoir des contacts, il y a dû avoir des situations, il y a dû avoir quelques velléités. Mais qui a lancé quoi? Qui a pris quelle initiative? Quel est le bien fondé? Est-ce qu'il n'y a pas de la manip dans ça? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de créer une situation personnellement? Est-ce que tout ça n'était pas fait sciemment? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Donc du coup, on ne peut pas aller trop directement attaquer un État. Ce serait aller à l'abordage. C'est dangereux. Très bien. Agapit Napoléon Maforékan, toujours concernant cette affaire, donc l'affaire Rekia Madougou. Il y a quand même, on a eu droit à la sortie de ces avocats. Même dimanche dernier, sur une chaîne, une station de la place, l'un des avocats trouve que c'est une arrestation politique. Et puis, le ministre Alain Orunla, donc le porte-parole du gouvernement, a refuté justement cette thèse. Certains trouvent quand même que les sorties du ministre, en fait, font croire qu'il n'y a pas une séparation de pouvoir. Vous en pensez quoi? Ah non, il y a une séparation de pouvoir. N'oubliez pas que c'est une affaire qui a été lancée par le procureur spécial près de la Criette. Le procureur, c'est le bras technique du ministre de la Justice vers la maison de justice. C'est le représentant de la société, c'est l'avocat général, c'est l'avocat de vous tous, de vous comme de moi. Et c'est le gouvernement qui garantit sa mission à lui. Après lui, il est la porte d'entrée vers la justice. Il est le procureur et la porte, c'est lui qui fait les poursuites. Et quand la poursuite est lancée, s'il y a lieu, s'il a les informations qu'il faut, s'il est suffisamment outillé, il confie ça à une cour. Là, ce n'est plus lui qui compose la cour. Lui, il est dedans, il est membre, comme il peut envoyer quelqu'un pour aller représenter la société, voilà, le ministère public. Mais donc, la cour est composée par le président du tribunal. Donc,
s'il n'a pas suffisamment d'informations et le temps de garde à vue, le temps qu'il faut pour fouiller est passé, il transmet le dossier à un juge d'instruction et lui quitte le dossier. Donc du coup, c'est le gouvernement qui enclenche parfois ces situations-là. Donc, parce que chaque gouvernement a également une politique pénale. Absolument. Non seulement ça, c'est que le ministre de la Justice peut demander au procureur de la République de voir clair dans un dossier. Le ministre ne peut pas donner des instructions de non-poursuite, mais il peut donner des instructions de poursuite. Il peut donner des instructions. Parce que poursuivre, c'est quoi? C'est ouvrir une enquête, c'est confronter des informations, et c'est voir concrètement lesquels tombent sous le coup de la loi, si vraiment il y en a. Voilà ce qu'il en est. Il faut donc fouiller une information. Normalement, les déclarations à l'emporte-pièce qu'on a, les attaques, tout ça doit donner l'objet. Dès qu'on accuse quelqu'un, dès qu'il y a une situation, on doit ouvrir une information. C'est ça, c'est le rôle du ministère de la Justice. C'est ça le procureur. Alors quand le procureur lui le fait après, soit il va en flagrant délit, soit il balance ça à un juge d'instruction, et lui quitte le dossier, il est dedans comme regard de la société, mais il n'est plus influent, il n'influence plus le dossier. Donc, quand le ministre de la Justice ou le ministre de la Communication, ou un ministre ou membre du gouvernement, donne la politique du gouvernement sur la question, ça n'a pas, le ministre ne donne pas d'instruction, le ministre de la Communication ne peut pas donner d'instruction au procureur de la République, il n'en a pas de qualité, il ne peut pas le faire, il ne le fera pas. Donc, le procureur de la République sait jusqu'où il peut recevoir des instructions de sa hiérarchie. Après, il connaît la procédure, elle est huilée. La France l'a utilisée pendant longtemps, et je me demande s'ils l'ont vraiment changé encore. Donc, c'est comme ça n'enlève en rien à l'indépendance de la justice. C'est vrai que dans le cadre d'une organisation meilleure de la justice, on aurait bien aimé que la justice, que même le procureur n'ait pas à dépendre du ministre de la Justice. Là, c'est l'idéal, c'est ce que tout le monde souhaite. Mais c'est pas inventé sur le président Talon, c'est pas inventé sur le président Kérékou. C'est l'organisation judiciaire. C'est l'organisation judiciaire classique qu'on a hérité de la colonisation. Et donc du système francophone par ailleurs, et que nous continuons donc d'avoir. Donc en la matière, il n'y a pas péril à la demeure. Parce que les autres sont d'avocats. Donc c'est information contre information. S'il y a des... Oui, c'est pour ça que quand un avocat dit que c'est un acharnement, dit non, c'est un avocat paresseux. Il faut qu'il aille dans le dossier. En fait, vous trouvez que c'est trop facile? Oui, c'est trop facile. C'est quand on dit acharnement. C'est trop paresseux, c'est facile. On n'a qu'à travailler un peu plus et nous dire ce qu'il en est. Dire que, bon, voilà, il est en train de... Ah oui, mon client est en train de... Nous sommes en train de rentrer dans le dossier. Nous ne voyons pas encore ce pourquoi notre client a interpellé. Mais bon, on a écouté le ministre de la Justice. D'accord? On va voir de quoi il est question. Voilà. On ne peut pas mettre en doute, comme je dis, les institutions. On doit croire aux institutions. Et justement, puisque vous en parlez, notre vivre ensemble est fondé sur la croyance en nos textes, en nos valeurs, en notre culture, en nos institutions, en nos us, en nos cultures. Si on ne peut pas croire et partager une partie de ces valeurs, on n'a pas de raison de vivre ensemble. Et donc, toute la communauté chute. Et là, ça devient un désordre. Puisque vous en parlez, je vous fais cette question à Agapit Napoléon Maforika. On a entendu l'un des avocats, notamment Maître Kato Tita, qui estime que, voilà, qui n'attendait rien d'ailleurs de la criette, de ce côté-là, puisque pour lui, ça reste une arrestation politique. Quand un juriste ou quand un avocat parle comme cela, quelle appréciation avait Maître Tita fait partie de ces avocats fantasques qui aiment plus le spectacle que de faire son travail dans le fond. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est un habitué. Hein. Il préfère faire plus de spectacles qu'il rentre dans les fonds du dossier. Je ne sais pas combien il en gagne d'ailleurs. Donc voilà quoi. Il n'y a rien à dire. Très bien. On va quand même parler de ce poste que nous avons lu certainement. Vous avez lu où Rekia Madougou, je ne sais pas si c'est elle-même ou si c'est quelqu'un qui utilise sa page, en tout cas qui pense que justement on pourrait cloner sa voix puisqu'on parle des audios qui existeraient également, qui pourraient être versés dans le dossier. Agapit Napoléon. La justice est là pour voir clair, la justice. Aujourd'hui, est-ce que nous avons cette expertise? Si on ne l'a pas, on la trouvera. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Il n'y a pas à se paniquer. Il n'y a pas du tout à paniquer. La technologie a beaucoup évolué aujourd'hui et notre justice, notre pays n'est pas resté en reste. On a un ministère de l'économie numérique qui fait du
très bon travail. Ça veut dire que nous ne sommes plus la queue de peloton du tout en la matière. Donc, c'est pas l'application à un procès. Si tant est qu'on en a besoin, on trouvera les moyens d'en avoir. Donc, je ne pense pas qu'on puisse utiliser des voix clonées pour pouvoir faire porter une charge à une personnalité de ce rang-là. Non, pas du tout. Et puis, encore que les avocats peuvent demander une contre-expertise. Absolument, ils en ont le droit, ils en ont les prérogatives. Encore que ce dont nous parlons maintenant, ce n'est pas la voix, c'est des actes posés. Si on a remis d'argent, ce n'est pas la voix qui remet l'argent, c'est les mains. Donc c'est aussi clair que ça. Donc en la matière, c'est les doigts qui ont envoyé des messages dans le portable de Modeste Kérékou. C'est-à-dire que ces messages sont authentifiés. C'est quand même pas la voix clonée, c'est quand même des doigts. Donc vous comprenez que au-delà des voix, il y a beaucoup de, il y a les mains, il y a l'intention, il y a d'autres organes, il y a des actions. Donc la voix, oui, la voix, ça, on peut la mettre en doute. Mais bon, et puis après, les bras, les mains, les doigts, les yeux, tous ces organes qui ont dû jouer un rôle pour palper les billets, par exemple, si ça était vraiment comme argument, bon, ben, il y a de la matière. Non, je suis plus serein que ça. Agapit Napoléon Maforican, certains s'inquiètent quand même du silence de Boni dans cette affaire, dite affaire Madougou. Vous vous inquiétez aussi? Non, pourquoi s'inquiéter de son silence? La norme, c'est son silence, en principe. Le chef ne parle pas beaucoup. Le chef... On parle quand même de Boni, on aime bien... Oui, c'est vrai qu'il habitue les gens un peu à des sorties un peu fracassantes parfois, mais bon, dans ce dossier, bon, c'est vrai s'il parle un peu trop, il risque peut-être d'être écouté aussi, comme témoin, tout au moins comme sachant. Parce qu'évidemment, s'il a des choses à dire dans le dossier, ce serait intéressant peut-être de l'écouter. Mais la question, vous parlez de son silence, est-ce que le président Yahi se tait vraiment? Bon, c'est vrai qu'on a appris... sur la toile, ouais, ça s'anime un peu comme si, voilà, quoi, il est actif. Il serait actif. Mais nous n'avons encore rien. Oui, on n'a encore rien, mais je parais qu'il est actif. Et, il faut quand même suivre ça de près parce que le moment n'est pas du tout le moment où il faut laisser ces informations-là en l'air. Après, du moment où la fuite qui serait dans des postures pas agréables, et quand on a vécu en 2019, d'une manière ou d'une autre avec ces histoires de chasseurs et autres, et qu'on sent encore qu'il serait dans la zone encore, je dis il serait dans la région, je pense qu'il a à suivre ça de près. Je disais qu'il ne faudrait pas que nous fassions l'apologie du non-respect de nos textes. Chaque citoyen a un devoir. Et quand on dit le respect des lois de la République est un devoir sacré pour tout citoyen. Mais cet article, on l'a suffisamment, on l'a très peu utilisé, on l'a très peu remué. Je pense qu'il va falloir apprendre à le répéter. Et vous l'avez dit récemment. Et à aller au-delà, et à interpeller quand il le faut, à appliquer les sanctions que ça doit donner. Je ne dis pas d'appliquer une sanction sur le président Yahi. Je pense que du président Yahi, du président Soglo, comme au dernier citoyen de la République, nous, il est au-dessus de la loi. Donc, dès lors, s'il y en a qui enfreignent, il faudrait bien que la loi les frappe. Je pense que quand on va commencer par faire ça, ça nous permettra à tout le monde de se sentir qui n'est pas au-dessus de la loi. Mais si on privilégie une race de citoyens qui pourrait être au-dessus de la loi, ça veut dire que la République n'est plus une République de liberté et d'égalité. Oh, liberté, égalité. On a ajouté la fraternité. Chez nous, c'est fraternité, justice et travail. Oui, donc, la République n'est plus juste. Donc, il faut que nous puissions travailler et que l'État reprenne en la main sur les dérives que certains arrivent à avoir. Dérives que ce soit un ancien ministre, ancien président de la République, ancienne autorité, ancien ci, ancien ça. Un ancien n'est pas un actuel, et l'actuel, s'il est protégé par la loi, d'accord, mais s'il n'est pas protégé, qu'il répond de ses actes. Ce qui se passe avec le président Sarkozy, avant lui, il y a eu des ministres. Jacques. Avant lui, il y a eu Jacques Chirac, on veut parler. Mais ce qui se passe montre que nul ne doit être au-dessus de la loi. Donc, moi, les réseaux sociaux en parlent, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que
à réclamer que le président Yahi sorte de son silence n'est pas la chose la plus agréable. Enfin, c'est pas la chose à souhaiter. Il est libre, c'est un adulte, c'est un homme responsable, c'est un ancien président de la République, qui peut assumer les fonctions au niveau de l'Union africaine. Donc c'est une haute autorité africaine. Alors s'il ne sait pas raison garder, il faudrait peut-être qu'on lui rappelle les textes. Voilà, qu'il a appliqué d'ailleurs lui-même, avec beaucoup de fermeté parfois. Donc je pense qu'il faut qu'on le lui rappelle. Si vraiment tant est que, il s'en écarte. Je dis si tant est que, il s'en écarte. Est-ce que l'affaire Madougou a révélé quand même une certaine crise de valeur? C'est pas que la crise de valeur et c'est pas que l'affaire Madougou. Vous savez, depuis moi, je regarde la manière dont nous traitons les dossiers de l'État. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi dans notre pays, pourquoi au regard de certaines relations non gouvernementales internationales, pourquoi l'élu est moins considéré qu'un kidam qui se mettra à enfourcher, à trompeter, à claironner, par exemple. Je n'arrive pas à comprendre que on ne puisse pas faire de la pédagogie pour l'élu, expliquer. C'est quand même lui qui a qualité à faire passer des idées. C'est lui qui a qualité à faire voter des lois. C'est lui qui a qualité à voter ces lois-là. C'est lui qui a qualité à prendre des actes réglementaires pour l'ordre public, pour la sécurité de tous, pour un certain nombre de droits. Mais on ne le couvre pas. L'opinion ne le couvre pas suffisamment. Et quand vous vous défendez, vous expliquez, on dit, ah oui, il a déjà pris l'argent. Alors donc, il y a au niveau même des intellectuels, des gens qui sont censés éclairer la lanterne des populations. Donc, vous ne pouvez pas spontanément défendre ces valeurs, alors que le monsieur ou la dame est élu, tient suffrage, et on dit la démocratie, état de droit, tout ça. Là. Donc, les mêmes personnes qui rabibochent les oreilles de ces histoires, c'est les mêmes qui viennent montrer les limites de ce qu'ils disent, comme s'ils n'y croient pas. Ça ramène toujours cette affaire d'intellectuels tarés, dépaysés, donc battus quelque part. On a l'impression qu'on ne sait pas où on va. On a l'impression qu'on ne sait pas ce que nous faisons. Alors donc, vous comprenez, c'est pas la crise de valeur dont je parle, c'est une grosse crise. C'est une grosse crise. Il a lui-même à parler de valeurs éthiques, morales et spirituelles. Il a estimé que nous devons refonder la République autour de ces valeurs. Je suis d'accord, j'étais d'accord, je le suis encore aujourd'hui. Il faut ramener ces valeurs au cœur de la vie communautaire. On ne peut pas continuer à faire l'option clairement de ne pas croire à nos institutions. Ou aujourd'hui, un kidam qui n'a jamais un mandat, pour peu qu'il ait un peu de sous, il finance quelques réseaux sociaux, quelques radios, des prébendes, des journaux, voilà, bouffe. Ça se promène et on peut raconter tout. Tout sur nos institutions, tout sur le pays. Et vous laissez ça relayer allègrement. Sur les radios internationales, sur les organes de presse, les télévisions internationales, et on ne demande même pas systématiquement l'avis opposé. Et ça, c'est inquiétant. Donc, plus de valeur. Est-ce qu'on peut espérer si on veut en parler, je risque de ne pas m'arrêter pendant encore des heures. On peut espérer la restauration. Oui, mais la restauration ne peut venir que de nous-mêmes. Vous savez, le président Talon, ce qu'il fait, il ne peut pas. Lucien Irondé ne peut pas le prétendre. Lucien ne peut pas. C'est un homme, il a ses limites. Il a ses limites. Il fait déjà beaucoup. Il fait déjà énormément. Si déjà ce que Yahya avait fait, il y avait cru, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que s'il avait vraiment cru au peu qu'il avait tenté, mais il se serait accroché au wagon de la rupture. Parce que, autant rupture que ça a été dit, c'était plus un nouveau départ. Parce que l'élégance dans ça, c'est le nouveau départ. La rupture paraît peut-être brutale, mais les deux disent la même chose. C'est de changer avec certaines habitudes, mauvaises habitudes. Et ça revient au changement, ça revient à la refondation. Après, ce n'est pas porté par les mêmes types de personnes. Ici, il y a beaucoup plus de soucis de résultats, d'objectifs, de ténacité. De ténacité, voilà, d'inébranlabilité. Refuse d'être, il est inébranlable. Et ça, on ne peut pas aller au résultat sans ces qualités-là. Non? Est-ce que la crise des valeurs va s'arrêter? Non, il faut qu'on travaille, il faut que tous les citoyens, il faut que l'élite
intellectuels travaillent à ça. Et c'est là le drame. Quand vous voyez les luttes intellectuelles, moi, je continue d'avoir un peu, à travers la sortie du professeur Olo dans ce débat de parrainage, j'ai trouvé que c'était tellement inopportun et qu'à son niveau d'intellectuel, j'ai trouvé qu'on ne doit pas, tout comme vous l'avez vu, Maître Robert Dessous, il y a 2 ans, dire visiblement on n'est plus en démocratie, il faut retourner aux anciennes lois, lui qui était à la... Donc, bref, quand je vois tout ça, ça me désole totalement. Je me dis, mais finalement, les repères ils sont perdus. Tout le monde, on est en roue libre. Quand un pays est en roue libre, c'est dangereux. Les clergés, parfois, qui étaient hier, les sapeurs-pompiers deviennent aussi des parties prenantes parfois. Si vous tout le monde fait tout à la fois, finalement, on se dirait, on se croirait dans la tour de Babel. Non, ça va pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ramène les valeurs. Je ne sais pas par quelle action, par quel moyen. Comme je le dis toujours, quand tu vas le dire, ils sont là. Il lui raconte quoi, ils sont là, ils mangent, c'est eux qu'on voit tous les jours. Mais il voit que c'est comme ça le problème. Le gars, il ne veut pas réfléchir plus loin. Il ne donne pas son avis, il va t'injurier, toi, et il pense qu'il en a de toi. Donc, je sais qu'avec quelle amertume vous parlez. C'est incompréhensible. Donc, enfin, les valeurs, tant qu'on vient, on ne peut pas dire qu'on ne croit pas. Donc, on espère que ça viendra. Voilà, on va finir par Mohamed Im Chambas, qui est en fin de mission et qui a d'ailleurs rendu visite au patron de la diplomatie béninoise et donc le ministre en charge des Affaires étrangères, Im Chambas, qui a réitéré donc l'encouragement des Nations Unies pour l'organisation d'une élection apaisée. Et puis justement, l'autorité ministérielle également a reconnu le leadership de l'homme. Vous connaissez un peu Mohamed Im Chambas, Agapit Napoléon Afroïcain. Bon, disons que je ne suis pas complet à lui, on n'a pas travaillé ensemble, mais je l'ai assez côtoyé. Déjà qu'il était candidat pour la commission de la CEDEAO, pour la direction exécutive de la CEDEAO, on l'appelait le président de la secrétaire exécutif, voilà, c'était en 2003, il était à Dakar, 2001-2003 à Dakar, contre Albert Tévoudré notamment. Donc il a gagné sur Tévoudré parce que bon, il y avait la zone anglophone de devrait prendre, il y avait l'ancien Kouyaté qui venait d'en finir, il était guinéen et autres. Donc finalement on a préféré Chambas, un bon diplomate, un homme qui a la tête sur les épaules. Je pense qu'il s'inspire de ses braves prédécesseurs comme Kofi Annan. Personnable, je pense que c'est un diplomate de très grand talent, de haut vol, comme on dit, de grande envergure. Donc voilà quoi, et vous voyez que c'est plus de parole, c'est quelqu'un de très courtois, correct. Surtout avec la dernière émission. Dans toutes les missions, c'est toutes les missions, et il en a connu. Il en a connu en tant que secrétaire exécutif de la CEDEAO, ensuite comme représentant spécial de secrétaire général de la Nations Unies. Je pense qu'avant ça, il était dans une autre mission. Donc je pense qu'il en a connu, il en a suffisamment connu. Les crises, il en a connu. Et les missions de bon office, il en a fait. C'est un homme à l'expérience immense. Je pense qu'il aura l'occasion de le faire valoir, de le faire prévaloir, de le faire valoriser, je veux dire, quelque part d'autres. C'est sûr qu'il en a. Je pense que l'Afrique a encore besoin d'une personnalité comme celle-là. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Afroïcain, consultant politique à ETélé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc la chronique du soir. Restez avec nous. On va maintenant aborder votre causerie débat. Ça se discute.